Lorsqu'on dit par exemple art haïtien égale art vaudou, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui ne relève pas du vaudou, ne relève tout artiste haïtien qui crée dans une perspective qui ne renvoie pas au vaudou ne serait pas haïtien. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Ensuite, si on prend un autre élément de l'implication, art naïf, et les artistes qui choisissent une autre forme d'écriture artistique que celle qualifiée de naïf ne seraient pas haïtiens. Hein? Donc ça pose un problème. C'est-à-dire que en prenant ces exemples, on voit très bien que on passe à côté de la complexité de ce que c'est que Haïti, les Haïtiens et toutes ses composantes. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ici dans les studios d'Haïti Inter Carlos Elius. Carlos Elius, c'est un historien et un historien de l'art. C'est une référence en matière d'histoire de l'art et aussi historien haïtien. Alors, c'est vrai que moi personnellement, je m'intéresse à l'art et dès que j'ouvre un livre sur l'histoire de l'art haïtien, tout ça, il y a quelque part le nom de Carlo. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut-être accompagne souvent mes lectures quand je fais des recherches sur l'art haïtien en général. Alors, je rappelle et tout simplement que Carlo est auteur de plusieurs ouvrages sur l'art, sur l'histoire de l'art. Je cite et surtout son ouvrage imposant, Création plastique d'Haïti. C'est un livre, comment dire, c'est un pavé de près de 600 pages, édité chez la Maison des Sciences de l'Homme. Et voilà, on va parler un peu de cet ouvrage-là. Et puis, parmi ses plus récentes publications, il y a aussi Hector Hippolyte, Création plastique et autofiction. Et puis, en dernier lieu, on a ce catalogue, Paris Noir, qui est l'exposition du moment. Donc, c'est Carlos Elius qui a participé à ce catalogue, qui a présenté les artistes haïtiens qui sont présents dans cette exposition actuellement qui est à Beaubourg. Alors, déjà, bonsoir Carlo. Bonsoir, merci de l'invitation, merci de me recevoir. Voilà, donc on va passer, on va dire quelques dizaines de minutes, essayer de discuter effectivement autour d'Haïti et autour de l'histoire de l'art. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, et c'est la question qu'on pose généralement à des personnes qu'on reçoit ici. Alors, comment êtes-vous arrivé à l'histoire de l'art et tout ça? Est-ce que un beau matin vous vous êtes dit, tiens, je vais faire des études d'histoire de l'art et des études de l'art? Comment ça a commencé? Je dois dire que ça a commencé d'abord par la pratique artistique, parce que très tôt, je me suis mis à peindre. J'avais 14 ans lorsque j'ai commencé. Et du coup, après mon bac, j'ai opté pour l'étude des arts. Et parallèlement, j'ai fait aussi l'INAGUE parce que décider de faire des études d'art en Haïti, c'était pas très rassurant pour les parents. Donc, j'ai fait parallèlement l'INAGUE, l'Institut national des hautes études internationales et Institut national de gestion. C'est ça, on voit ce que c'est. Voilà, moi, j'avais choisi l'option politique, relations internationales. Et parallèlement, j'ai fait l'École nationale des arts. En art plastique, pas en histoire de l'art, parce qu'à l'époque, il y avait la section histoire de l'art. Je suis de la 2e promotion. Et il se trouve que à la fin des études d'art plastique, il y avait le choix entre présenter un projet artistique et préparer un mémoire. J'ai préparé un mémoire sur un artiste que j'aime beaucoup et sur lequel je continue de travailler, et qui s'appelle Célestin Faustin. Et je me suis mis à enquêter sur lui, dans sa famille, en Haïti, auprès des galeristes, auprès des collectionneurs, etc. Et j'ai produit une monographie. Et cette monographie a été déterminante dans la mesure où c'est elle qui m'a permis déjà de voir la nécessité de faire des monographies sur Haïti,
Mais à travers cette monographie, il y a tout un ensemble de questions d'ordre général qui m'ont paru nécessaires à creuser. Et ensuite, j'ai été encore par le biais des arts. Je suis venu en France en tant que boursier. Boursier suite à un concours des jeunes peintres dont je suis sorti lauréat. Et je suis arrivé en France, au lieu de continuer avec les arts plastiques, bon, en fait, j'ai continué parce que j'avais mon atelier, etc. Mais j'ai choisi de continuer mes études en histoire de l'art. Je me suis inscrit à l'école du Louvre, etc. Et puis j'ai fait l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai fait les 3 cycles de l'école du Louvre, histoire de l'art, muséologie, etc. Et puis j'ai fait ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales. Et là, j'ai un petit peu diversifié les perspectives en m'inscrivant dans une approche d'anthropologie historique et pour essayer d'avoir une approche interdisciplinaire qui m'a permis aussi d'essayer de voir, d'approcher les questions artistiques autrement, ou du moins dans une perspective beaucoup plus large qu'une histoire de l'art classique. Donc voilà un petit peu. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous êtes à la base artiste, mais ça je ne savais pas. Bon, ben écoutez, dans une vie antérieure, oui. C'est incroyable ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, vous pratiquez encore, vous faisiez quoi? C'est de la peinture? Oui, je faisais de la peinture, beaucoup de dessins, etc. J'ai exposé à plusieurs reprises. Ici en France, j'avais mon atelier. J'ai travaillé pendant un certain temps, mais il se trouve que au cours des études, il m'a été complètement difficile de continuer à tenir les ateliers parce qu'à un moment, je faisais à la fois l'école du Louvre et l'école des hautes études en sciences sociales, et oui, à l'EHESS. Et déjà l'école du Louvre était très 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 prenante, très difficile, et ça m'a porté à commencer à ralentir dans mes pratiques jusqu'à abandonner mon atelier et me consacrer presque exclusivement à la recherche, quoi. D'accord, c'est intéressant ça, parce qu'en fait parce que le regard, en fait, la posture du chercheur, évidemment par rapport à l'artiste, comment vous faites pour départager effectivement, parce que en tant qu'artiste, vous avez une sensibilité et tout ça, mais le chercheur qui est plutôt dans un travail plutôt, je dirais, froid et tout ça, comment vous départagez ces deux aspects-là de votre vie? Bon, je pense pas que la recherche, et surtout en histoire de l'art, soit, une pratique froide, comme on dit, parce qu'en fait, dans la recherche, et quelle que soit la discipline, il y a la sensibilité, il y a l'imagination, il y a toutes sortes de choses, il y a un certain nombre d'émotions qui surgissent, qui adviennent au cours des pratiques de recherche. Et puisqu'il s'agit d'histoire de l'art, on est appelé par exemple à rencontrer des artistes, à discuter avec eux, à visiter leurs ateliers. On est appelé aussi à regarder les œuvres. La seule chose, c'est que cette pratique-là permet, d'aborder les œuvres avec un autre regard, de manière, pas plus approfondie, mais dans une autre perspective. Et ensuite, il me semble que, j'ai toujours pensé que créer et pratiquer les arts et ensuite faire de la recherche, j'ai presque envie de dire que c'est pas la même chose, mais je vois pas tellement de différence en réalité. C'est complémentaire, c'est ça pour vous? Oui, c'est plus que complémentaire, c'est-à-dire que j'estime que je crée aussi en faisant de la recherche, hein. Et ensuite, ce qui m'avait beaucoup plus poussé à aller dans ce sens, c'est que
Je crois que c'est un domaine fondamental en Haïti. Il y a beaucoup d'artistes, etc. Et malheureusement, on a très peu de recherche, on a très peu de chercheurs. Et je dis souvent qu'il nous faudrait une armée d'historiens de l'art, tellement il y a de choses à faire. Et donc il m'a semblé vraiment très important de m'y atteler, quoi. Et j'invite beaucoup les jeunes à embrasser cette discipline, etc. Parce que la production du discours sur la création plastique d'Haïti demande à être renouvelée. Et ce renouvellement passe par la recherche systématique. Et la recherche systématique ne peut pas se contenter, d'un discours simplement impressionniste, etc. Il faut mettre les choses en contexte, il faut faire des analyses formelles, il faut vraiment produire de la recherche afin de construire un nouveau regard sur le patrimoine artistique haïtien. Et ça c'est peut-être la principale ma principale motivation, ce qui fait que finalement je ne regrette pas d'avoir pas bifurqué, mais en tout cas prendre un autre aspect de la création artistique, c'est-à-dire l'étudier plutôt que de créer. Bon, peut-être que ça viendra lorsque je serai à la retraite. Mais qui sait? Alors, voilà, super. Alors, on va effectivement s'attarder sur cet ouvrage volumineux, effectivement, qui traite de la question de la création plastique d'Haïti, art et culture visuelle en colonie et post-colonie. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, à partir de quand, jusqu'à quand peut-on dater, les premières créations artistiques d'Haïti? Est-ce que, on va dire quelque chose qui serait proprement haïtien? Voilà la question. Alors, je dois commencer par ce que j'ai traité dans mon premier livre, la question de l'haïtianité, n'est-ce pas? Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce que l'on appelle l'art naïf en Haïti. Et j'ai analysé comment on a construit autour de ce genre de création la question de l'haïtianité. De cette thèse, j'ai tiré un ouvrage qui s'appelle langage plastique et énonciation identitaire, l'invention de l'art haïtien. Pourquoi je parle de ça? C'est que le mouvement, le courant artistique dit naïf qui a émergé à partir des années 40 a eu des implications énormes sur le monde artistique en général, le monde artistique haïtien en général. Et ce que ça a produit, c'est, entre autres choses, une masse discursive importante, avec des chercheurs, ou bien des critiques d'art, ou bien des penseurs venant de divers pays, les principaux étant des Français, des États-Uniens et des Haïtiens. Bon, bien sûr, il y a des Cubains, etc. Mais je veux dire qu'il y a trois embranchements importants dans ce discours. Et il se trouve qu'ils soient haïtiens, états-uniens ou haïtiens, le débat, on va dire des années, même avant l'apparition du courant naïf, dès les années 30, mais ça va se renforcer à partir des années 40, le débat sur la création plastique d'Haïti tourne autour de la question de l'identité. Donc, c'est l'haïtianité qu'on cherche à déterminer. Quand est-ce qu'un artiste fait de l'art haïtien? Quand est-ce que cet artiste-là ne ferait pas de l'art haïtien? Je me suis penché sur ce discours pour me rendre compte que cette perspective, ce paradigme identitaire avait ses limites, parce que ça a un lien avec une certaine conception de l'identité donnée par deux choses.
il faut pas oublier que cette production et ce discours qui l'accompagne advient après ce que j'appelle le tournant ethnologique en Haïti qui a redéfini la communauté haïtienne. Et dans cette redéfinition, on a un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme des éléments identificatoires de cette identité. Par exemple, le vaudou, le créole, etc., etc. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est lié à ce premier aspect, mais ce deuxième aspect est plus global. C'est ce que j'appelle le primitivisme. Le primitivisme, c'est le regard porté depuis l'Occident sur l'autre et qui considère l'autre, qui renvoie l'autre à une dimension première. C'est-à-dire que en fait, ce que l'on appelle la modernité artistique en Europe a comme élément central ce que j'appelle ce primitivisme, et cette modernité à travers ce primitivisme essaie de chercher ce qui serait à l'origine, que ce qui serait premier, ce qui serait en enfance. Et c'est ce discours-là qui va rendre possible l'avènement de l'art naïf en général, mais aussi l'art naïf en Haïti. Et lorsqu'on prend le primitivisme et lorsqu'on prend les données apportées par l'ethnologie, on a les ingrédients, les principaux ingrédients qui ont défini ce que devrait être l'haïtianité. Donc, lorsqu'on analyse tout ça, on voit très bien les limites, et parce que lorsqu'on définit une identité, on définit certaines caractéristiques. Nécessairement, on laisse de côté certaines autres caractéristiques. Et dans ces définitions-là, on voit très bien que c'est des moments historiques. C'est-à-dire que la manière dont on définissait, ou bien les Haïtiens s'auto-définissaient au 19e siècle, a complètement changé au 20e siècle avec le tournant ethnologique. De telle sorte que, par exemple, certaines personnes peuvent regarder certaines œuvres du 19e siècle et décider que ces œuvres-là ne participent pas de l'haïtianité. Alors que, en fait, c'est un regard, on va dire, c'est un regard qui ne tient pas compte de la manière dont les Haïtiens de cette époque-là s'auto-définissaient. Donc, mon propos, c'est d'essayer de dépasser les impasses que j'ai perçues dans la manière dont on définit ou dont on a défini l'haïtianité artistique. Pour essayer de voir les choses autrement. Je donne un exemple. Un des courants encore, on va dire, valable, parce que ça construit un regard stéréotypé sur l'art haïtien. Une des représentations que l'on a de l'haïtianité artistique est résumée dans une équation. Art haïtien égale art naïf égale art vaudou. Donc, dans cette équation, qu'est-ce qu'on fait Alors, c'est vrai que c'est une question. Je vais revenir en détail là-dessus, effectivement, sur cet aspect de l'ethnologie, parce que vous en parlez dans votre livre. Effectivement, est-ce que cette incursion, comment dire, cet accaparement, on a l'impression, c'est une impression qu'on peut avoir, que, évidemment, est-ce que le vaudou, par exemple, c'est de l'ethnologie, comme vous le dites, et s'accapare de cet art, on a l'impression, parfois, on confond les deux, on dit... Oui, c'est ça, oui, mais justement, c'est dans cette perspective-là qu'il y a une sorte d'aplatissement, je dirais, du monde artistique haïtien. Lorsqu'on dit, par exemple, art haïtien égale art vaudou, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui ne relève pas du vaudou, ne relève tout artiste haïtien qui crée dans une perspective qui ne renvoie pas au vaudou ne serait pas haïtien. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Ensuite, si on prend un autre élément de l'implication, art naïf, et les artistes qui choisissent une autre forme d'écriture artistique que celle qualifiée de naïf ne seraient pas haïtiens.
Hein? Donc ça pose un problème. C'est-à-dire que en prenant ces exemples, on voit très bien que on passe à côté de la complexité, hein, de ce que c'est que Haïti, les Haïtiens et toutes ses composantes. C'est vrai, je suis assez d'accord, mais en même temps, la nuance que j'apporterais, par exemple, si on prend l'histoire de l'art en Occident, effectivement, est imprégnée du christianisme. Oui. Donc voilà, je me suis dit, en même temps, est-ce que le vaudou peut-être surreprésenté dans ce qu'on nous présente comme l'art haïtien, est-ce que c'est pas un peu, je dirais, un peu normal, non? C'est pas une question de normalité. Par exemple, c'est bien d'avoir, parce que ça c'est un point intéressant, un point même de friction et de débat. Et le fait d'avoir évoqué le christianisme, par exemple, pour l'Occident. Il se trouve que nous sommes imprégnés de christianisme aussi, n'est-ce pas? Et le christianisme est impliqué aussi au niveau même du vaudou. C'est pour cela j'ai mis l'accent dans cet ouvrage sur un élément fondamental et qui a pu être occulté du fait même qu'on veuille réduire l'haïtianité à une certaine, à certaines de ses caractéristiques, ou bien à certaines caractéristiques de la culture haïtienne. Par exemple, si on prend l'imagerie catholique, hein, l'imagerie catholique, c'est un élément fondamental de la culture visuelle des Haïtiens d'une manière générale. N'est-ce pas? Et j'ai expliqué que cette imagerie catholique traverse la société de manière verticale et de manière horizontale. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que cet élément introduit depuis l'arrivée des Espagnols en 1492 traverse l'histoire d'Haïti jusqu'à aujourd'hui et traverse toutes les couches sociales, n'est-ce pas? Et on va retrouver cet élément aussi bien chez le bourgeois de Montagne Noire que dans les bidonvilles, que dans le Montfort, etc. La seule chose, cet élément participe de la culture, comment dire, cet élément est approprié, cet élément il y a un usage ou bien des usages de cet élément de manière différenciée en fonction, je dirais, des croyances, des régimes de croyances, etc. Mais le fait même que cet élément traverse la société de part en part, ça conditionne notre vision, ça conditionne la vision, la culture visuelle de tous les Haïtiens, de telle sorte que on va retrouver, par exemple, ce que j'appelle un conflit iconique dans ce pays, un conflit autour de ces images-là. Hein? C'est-à-dire, par exemple, si on prend ce qu'on a appelé les campagnes anti-superstitieuses, pas vrai? Imaginez que vous avez un prêtre catholique, par exemple, qui est responsable d'une chapelle, d'une église, etc., etc., qui se trouve obligé de fermer la chapelle parce que il estime qu'il y a de la part de certaines personnes une dévotion suspecte à l'endroit de ces images, est obligé de décrocher ces images, etc., alors que c'est des images même de saints qui sont vénérées, n'est-ce pas? Donc ça va donner ce type de conflit qui va traverser toute la société et qui, c'est pareil pour les campagnes anti-superstitieuses, parce que les prêtres, etc., sont obligés de déchirer des images qui viennent de leur propre pratique, parce que ces images-là sont utilisées différemment. Et ces images-là, ces référents iconographiques vont avoir une fonction fondamentale dans ce qui va se passer dans les années 40, lorsque on va avoir ce que l'on appelle l'avènement de ce mouvement dit d'art naïf. Parce que les artistes qui vont émerger vont utiliser les images de leur environnement, les images qui ont
imprégner leur culture visuelle. Et parmi ces images, on va retrouver de manière récurrente, de manière, on va dire, centrale, cette imagerie catholique. Et de telle sorte que l'explosion artistique qui utilise, qui réinterprète ces images-là, renverse la perspective. C'est-à-dire que à un moment, antérieurement, le clergé catholique tendait à détruire toute image réinterprétée de l'imagerie catholique. Maintenant, la massification de la production artistique qui réinterprète ces images rend impossible ce genre de choses. Pour montrer comment, dans une société, si on prend les choses de manière globale, on voit les différentes dimensions politiques, artistiques, idéologiques, etc. Or, si on s'enferme dans l'idée que on va tout simplement analyser les images à travers leur interprétation en tant que loi, et pour dire que bon, il y a que la représentation, on va dire vaudou dans le pays, on passe à côté de ça, parce que en réalité, cette imprégnation des images que je retrouve dans la création plastique, on la retrouve pas uniquement chez les artistes dits naïfs ou bien chez les artistes dits vaudouisants, etc., etc. On les retrouve chez tous les artistes et de tous les courants. D'ailleurs, l'usage qui est on peut... Par exemple, même avant les années 40. Avant les années 40, on retrouve une production, bien évidemment, qui est liée à l'Église catholique, qui reste plus conforme, on va dire, parce que là, c'est des œuvres qui étaient commandées par l'Église, n'est-ce pas? Mais là, on va avoir des œuvres qui ne sont pas commandées par l'Église. Hein? Par exemple, on a, si on prend, j'ai un tableau en tête, mais parce que là, ça me permet aussi de montrer, là encore, les limites de cette question du tout vaudou. Il y a un tableau de Philobé Aubin, qui représente le président Élie Lescaut, n'est-ce pas? Et dans ce tableau, il montre le président sur un rivage au bord de la mer et qui est chassé par un ange. L'ange de la démocratie, pour traduire la chute de Lescaut. Bon. On a interprété l'ange qui est en rouge comme si c'était un roi qui chassait le président. Mais il se trouve que Aubin, c'est l'un des artistes qui s'est très peu préoccupé de vaudou, et d'ailleurs qui exprimait sa foi, sa foi chrétienne, etc. Et maintenant, lorsqu'on analyse le tableau de manière approfondie... Mais c'est une analyse, on va dire, a posteriori. J'imagine c'est peut-être parce que aussi politiquement, Lescaut, en fait, on connaît toutes ses actions contre le vaudou, donc je pense que probablement on a dû peut-être réinterpréter ce tableau, peut-être après coup. Bon, les interprétations viennent toujours après coup, mais non, c'est parce que en fait, dans le discours qui a été, enfin, on va dire le discours le plus connu, le plus diffusé, tout ce qui vient d'Haïti ne peut être lu qu'à travers le prisme du vaudou. Et ça a eu des implications de toutes sortes. Ce tableau, lorsque je l'analyse, reste conforme à une certaine iconographie qui relève de l'iconographie chrétienne, qui n'a rien à voir finalement avec le vaudou. C'est assez intéressant parce que les artistes sont assez... comment dire, sont très conscients de cette affaire-là, parce qu'ils en jouent.
au point ça aboutit à des œuvres qui comment dire, qui sont carrément de l'ordre de l'ambigu. Je vais donner plusieurs exemples. Une fois, il y avait une exposition au musée du Montparnasse. Une exposition sous le commissariat de Jean-Marie Drault. Et je suis allé voir l'expo. Au rez-de-chaussée, on tombe sur un masque en métal découpé, n'est-ce pas? Un masque en métal découpé. Et puis, comme il y a cette indication du commissaire, masque vaudou. Bon. La première question que je me suis posée, est-ce qu'il y a des masques dans le vaudou? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des masques de ce type-là dans le vaudou? Et troisièmement, qu'est-ce qui a décidé que c'était un masque vaudou? Est-ce que c'est le commissaire ou bien l'artiste? Et est-ce que c'est un artiste qui crée un masque et a décidé de dire masque vaudou, ou bien est-ce que c'est un objet rituel? Il y a toute une confusion qui est donnée par le commissaire, alors que il est évident et qu'il s'agissait d'ailleurs d'un objet qui devait faire office, comment dire, c'était carrément un objet décoratif parce que c'était une sorte de bougeoir, en fait, pour mettre des baleines, etc., etc. J'ai posé la question à Jean-Marie Drault parce que on était dans une discussion, il n'a pas su répondre, n'est-ce pas? Autre chose, une fois, c'était une exposition au musée d'Aquitaine de Bordeaux. Il y avait toute une collection d'objets, enfin, d'œuvres du mouvement Saint-Soleil. Et puis, il y a un ensemble de tableaux. Je vois qu'on a attribué un certain nombre de titres, n'est-ce pas? Et j'ai demandé à la personne qui a monté l'exposition d'où viennent les titres. Elle m'a dit, c'est des tableaux sans titre, c'est moi qui ai donné les titres. Alors, il se trouve que presque tous les titres, c'était des lois. Bon, alors, et comment la personne sait qu'il s'agit de lois? Est-ce que effectivement c'était des lois? Je le dis parce que il y a des confusions partout. Si on prend dans le mouvement Saint-Soleil les œuvres de Louisiane Saint-Florent, d'ailleurs, j'avais fait la remarque aussi à Jean-Marie Drault. Intentionnellement chez elle, on doit beaucoup chercher pour trouver des références au vaudou. Et d'ailleurs, Tiga lui-même, qui a été à l'origine de Saint-Soleil, reconnaît que chez Louisiane Saint-Florent, c'est peut-être, d'après lui, la seule à ne pas avoir été impactée par un imaginaire, vaudou. Et la difficulté que ça pose à l'analyse, c'est que en fait, on refuse d'aller voir de manière approfondie ceux qui travaillent, les artistes, comment ils utilisent eux-mêmes ces références-là. C'est comme si, d'ailleurs, lorsqu'on dit par exemple art vaudou, on ne dit presque rien du tout. Ça veut dire que ça nous permet de comprendre rien du tout. Parce que, quelle différence il y a entre un André Pierre et une Rosemary des Ruisseaux, les deux peignant des sujets vaudous. Mm-hmm. Mais est-ce que vous pensez que là, il y a une volonté mercantile? Qu'est-ce qui explique Non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, premièrement,
Premièrement, c'est cette question d'identité. On a réduit l'haïtianité au vaudou. Un. Deuxièmement, comme il s'agit, d'un discours qui est devenu un discours, à part identitaire, un discours, on va dire, mercantile, pour le marché qui veut vendre de l'exotisme, il faut dire, premièrement, c'est ce qu'il y a de plus authentique, et ensuite, le vaudou, c'est ce qu'il y a de plus authentique. Donc, et ensuite, c'est ce qui est haïtien. C'est une marque de fabrique. C'est un tampon. Etc. Et on réduit à ce moment-là l'imagination des artistes. On réduit aussi leur capacité à faire autre chose. Et c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai montré dans ce livre, on confond ce que j'appelle plusieurs domaines de création artistique, n'est-ce pas? Dans ce pays, il y a le domaine de création artistique qu'on peut appeler les beaux-arts, n'est-ce pas? Il y a le domaine de création plastique qui est propre au vaudou. Bien évidemment, on peut essayer de dire qu'il y a un domaine de création plastique qu'on dirait, par exemple, populaire. Populaire dans le sens où c'est destiné à tout le monde. Si on prend par exemple les tap-tap, n'est-ce pas? C'est des objets visuels, lorsque c'est décoré, qui circulent et qui a un rayonnement de diffusion tel qu'on peut dire que c'est populaire. Ce qui est contraire avec un tableau, par exemple, d'Hector Hippolyte ou de Philomé Aubin, parce que ces objets-là ont une destination, un rayon de circulation beaucoup plus restreint. Parce qu'on confond l'art dit naïf avec l'art dit populaire. C'est pas parce que l'artiste viendrait, d'une couche sociale considérée comme populaire que son art et que l'art qu'il fait doit être qualifié de populaire. Parce que pour moi, le populaire, un critère fondamental dans le populaire, c'est la destination de l'objet, c'est le rayon de circulation. Comme par exemple, on dit du cinéma que c'est un art populaire, par exemple, n'est-ce pas? Donc, et pour voir qu'il y a plusieurs notions, et ces notions-là qu'il faut les prendre avec précaution. Donc, je disais qu'il y a une sorte d'aplatissement, parce que lorsqu'on dit art haïtien égale art vaudou, c'est comme si on refuse de voir la diversité des domaines de création dans ce pays. Et ça a une incidence sur la manière de faire l'histoire dans ce pays. Parce que si on dit que il y a le domaine des beaux-arts et qu'il y a le domaine particulier du vaudou, on voit très bien que lorsqu'on veut montrer les choses, on va dire par exemple, si on veut faire la recherche, par exemple, de l'histoire des Beaux-Arts, dans les deux cas, on peut remonter à la période coloniale, parce que les Beaux-Arts sont arrivés avec la colonisation. Mais de même que la plastique vaudou commence à prendre forme dans le cadre de la période coloniale. Et ces deux domaines ont évolué parallèlement dans le pays. Ce qui va se passer dans les années 40, c'est justement ce que j'appelle une reconfiguration du monde de la création plastique, où les différents domaines vont se retrouver dans des relations, dans des formes de relations qu'il n'y avait pas entre eux auparavant. C'est-à-dire, un artiste haïtien du 19e siècle qui relève des beaux-arts ne regardait pas du côté de la plastique vaudou. Tandis qu'un artiste haïtien du XXe siècle regarde du côté de la plastique vaudou. Mais il ne regarde pas seulement du côté de la plastique vaudou, il regarde aussi du côté de l'imaginaire vaudou. De telle sorte que les artistes qui peignent dans la tradition des beaux-arts constituent le vaudou comme un objet comme des thèmes, comme des sujets de création.
Hein? Tandis que la plastique vaudou en tant que telle, c'est des objets de culte. Hein? C'est ce qui est complètement différent parce que les objets sont créés dans une perspective déterminée, ils ont une fonction particulière, ce qui est complètement différent d'un objet qui relève des beaux-arts, mais à sujet vaudou. Et justement, on va en parler effectivement avec le Veuve parce que j'ai une ou deux questions sur ce sujet-là. Mais j'avais envie d'aborder avec vous, en fait, sur la question des beaux-arts, effectivement, vous avez expliqué dans ce livre que et pendant longtemps, l'Occident, effectivement, c'était un critère. En fait, les beaux-arts, en fait, on regardait ailleurs ce qui se faisait et on se disait, il y avait une espèce de... On a fabriqué aussi le racisme avec ça. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, c'est vrai que en fait, toute cette expression maintenant qui est tombée dans le langage courant, art naïf et tout ça. Est-ce que vous pensez que tout ça, voilà, c'est les conséquences, parce que vous l'avez dit un peu tout à l'heure, de art premier et tout ça, des choses qui ne seraient pas légales de ce qu'on fait en Occident. Oui, c'est assez paradoxal dans la mesure où et comme je l'explique depuis je sais pas combien d'années, l'art naïf n'est pas une invention haïtienne, n'est-ce pas? Et ensuite, l'art naïf est d'abord une affaire occidentale. Hein? Et les Haïtiens vont, peut-être certains d'entre eux vont trembler en entendant cela. Et c'est une catégorie qui a été inventée ici en France, qui a connu une extension ailleurs. Et ça, là encore, il y a beaucoup de gens qui refusent de l'admettre, c'est un avatar des beaux-arts, n'est-ce pas? Et un avatar des beaux-arts dans la mesure où, par exemple, si on prend un type comme le douanier Rousseau, il allait au Louvre et faisait des reproductions, etc. Or, on le considère comme la figure, on va dire, tutélaire, la figure tutélaire de ce qu'on appelle l'art naïf. Alors, essayons de voir les choses. Qu'est-ce qu'on appelle, disons, à l'époque, disons, fin 19e siècle, début 20e siècle, l'art naïf? Bon, bien évidemment, il faut aussi préciser que on a essayé de, comment dire, les intellectuels à l'époque, les artistes, ont un peu hésité entre diverses notions, art populaire, et ensuite après ils vont finir par accepter art naïf. Mais en réalité, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce contexte-là, c'est que c'est ce qu'on appelle les avant-gardes européennes qui, en essayant bien, en œuvrant à remettre en question une certaine tradition des beaux-arts, ont essayé de valoriser des formes de création alternatives. Alternatives dans le sens où des œuvres produites en dehors de la tradition académique. Bon, alors c'est ainsi que on valorise des gens qui produisaient un art, comment dire, pour s'amuser, n'est-ce pas, pour en termes d'une pratique de loisir. On va valoriser des pratiques des gens qui ont des problèmes, la maladie mentale. On va valoriser des productions des gens, par exemple de la paysannerie. On va valoriser des formes de création qui existaient dans des musées ici, en Europe, des musées d'ethnologie ou d'anthropologie, mais venant d'ailleurs, et on va les appeler des arts primitifs, pas vrai? En réalité, tout cela, l'ensemble de ces formes de création renvoie à une chose précise, c'est-à-dire on cherche ce qui est en dehors de l'académie, qui serait des formes premières, des formes qui seraient pas conditionnées par la
culture, la haute culture. C'est ce que on doit comprendre sous le terme de primitivisme, c'est-à-dire l'idéologie occidentale qui veut construire une altérité pour essayer de se ressourcer, réorganiser la création des vrais artistes à partir de ce qui serait en dehors de l'académie. Donc, le primitivisme, c'est ça. Donc, c'est dans le cadre de cette idéologie primitiviste que prend naissance la question de l'art naïf. Alors, les gens, hier et même encore aujourd'hui, ont pensé que l'art naïf, c'est un truc qui a toujours existé. Là, il faut vraiment faire beaucoup attention. Entre des pratiques qui ont existé, par exemple, en marge de, on va dire, des pratiques dominantes. Et ensuite, des formes de création qu'on va institutionnaliser avec un label bien précis, avec un marché, avec un discours, c'est tout autre chose. Et lorsqu'on prend la chose de cette manière-là, on peut dire, et je dis, que l'art naïf, c'est une invention de la modernité artistique. Parce que c'est des gens dits des avant-gardes de la modernité artistique, dans le cadre de leur regard primitiviste, qui ont inventé tout ça. Et la preuve, c'est que chez nous, c'est quelque chose de nouveau. Et si on prend Philomé Aubin, Philomé Aubin commence très tôt à peindre, n'est-ce pas? Mais Philomé Aubin, lorsqu'il a commencé au début des années 1900 et à peindre, il ne se considérait pas comme un peintre naïf, ni primitif, ni quoi que ce soit. C'est une fois qu'on va caractériser son œuvre de cette manière-là qu'il rentre dans cette catégorie et que tout ce qui vient par la suite rentre dans cette catégorie. N'est-ce pas? On institutionnalise la chose avec un marché, avec un discours, etc. C'est comme ça qu'on crée, par exemple, des courants. C'est-à-dire, on identifie quelque chose, on valorise, on caractérise quelque chose et ça produit, ça a eu un impact, ça a eu un effet. D'autres personnes se mettent à travailler dans cette perspective et on formalise tout ça et ça donne un courant, ça donne une tendance, etc. Bon, dans ces courants, dans ces tendances, il y a des hauts et des bas, il y a des gens qui explorent des choses, il y a des gens qui répètent, il y a des gens qui inventent, etc. Mais chez nous, ça a eu, il faut le dire, à part, disons, le discours stéréotypé, etc., ça a eu un impact considérable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de cette société haïtienne, ça a bouleversé l'échelle des valeurs sociales, dans la mesure où on tient un discours qui a permis l'émergence, on va dire, d'une catégorie subalterne. Et ça remet en question beaucoup de choses. Parce que jusque-là, dans le cadre de la tradition des beaux-arts, on va dire que c'est une tradition où la production était très restreinte et les sujets qui étaient traités étaient très restreints, le portrait en premier lieu, après, bon, quelques éléments historiques, etc., au service des élites et surtout des élites politiques, etc. Mais il se trouve que avec la valorisation dans le cadre, avec la valorisation des pratiques subalternes, eh bien, des groupes sociaux vont émerger parce que ces groupes-là peuvent faire valoir leurs compétences alternatives, produisant des œuvres qui sont complètes, une figuration des objets qui étaient complètement inattendus. Ça a eu comme conséquence l'élargissement de la base sociale du domaine des beaux-arts. Ça a eu une conséquence aussi sur le plan de la représentation qu'on peut avoir d'Haïti.
Et c'est pour ça que ça a constitué des conflits avec les élites haïtiennes au départ, parce que le discours qui valorise ces gens, c'est un discours qui les renvoie à une condition première. C'est un discours qui les considère comme des barbares, des naïfs, des primitifs. Or, il ne faut pas oublier que pendant tout le 19e siècle, l'idéologie dominante, c'était que le pays était en voie de civilisation, etc., etc. Donc, ça remet en question l'idéologie dominante. Hein. Et ensuite, la dimension massive de cette question-là, c'est comme un peuple qui soulève et qui rentre de force dans un espace qui ne lui était pas réservé. Le domaine des arts, le domaine Il suffit de prendre, par exemple, l'exemple de quelqu'un qui est, par exemple, garçon de cour chez madame ou chez monsieur un tel. Et voilà que du jour au lendemain, ce garçon se met à peindre et se trouve être, ses œuvres sont valorisées, il expose, ses œuvres se retrouvent à l'étranger, il peut vivre de ça. Ça veut dire que cette dimension parce que la personne se retrouve dans de nouvelles formes d'interaction sociale, de nouvelles formes de sources de revenus, il est valorisé autrement, ça change la perspective du point de vue social. C'est vrai que c'était je pense que c'est le cas de la plupart les premiers artistes du centre d'art, par exemple. Tout à fait. Oui. Ouais. Donc du coup, en fait, on va dire, même si c'est un discours qui est, on va dire, préfabriqué en Occident et tout ça, quand même, ça a quand même eu des impacts plutôt positifs pour les artistes bien évidemment, dits primitifs. Oui, non, c'est-à-dire que justement, c'est pour ça qu'il faut étudier l'affaire dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que lorsque cela s'est produit, et d'ailleurs, je fais une autre parenthèse. Je fais trop d'incises, mais enfin, l'affaire est tellement complexe. C'est que on a souvent dit que c'est le marché qui a créé ce mouvement. Je dis que non. Le marché a eu un effet de massification, n'est-ce pas? Le premier moment, c'est le moment où un critique d'art cubain, José Gómez Sicré, arrive en Haïti et pose un regard valorisant sur l'œuvre, sur une peinture Philomé Aubin. Il avait envoyé un tableau au centre pour montrer ce qu'il avait fait, mais au centre, on considère que c'était un apprenti artiste, etc. Il se trouve que lorsque José Gómez Sicré arrive apportant une exposition d'art cubain, il dit, mais ça, c'est aussi une forme de création qu'on peut valoriser. C'est un art autonome en tant que tel. Et là, il va voir qu'il y avait d'autres apprentis artistes. Il va porter les responsables du centre à faire une exposition de ces apprentis artistes à Cuba, à La Havane. Et c'est sous le label de populaire, primitif et naïf qu'on va présenter ces œuvres. Il se trouve que ce courant-là était déjà connu en Europe, aux États-Unis, etc. Là où les artistes haïtiens ne voyaient pas très bien enfin, ils n'étaient pas dans cette perspective-là, mais à l'extérieur, c'est quelque chose déjà constitué. C'est pour ça que je dis que Haïti ne l'a pas inventé. Donc, il faut voir que la valorisation de ce type de création a eu un impact. Pourquoi? Parce que là, on a dit qu'on peut laisser les gens travailler à partir de leurs propres compétences alternatives. Non, et il ne faut pas les soumettre, par exemple, à un apprentissage formel de type académique, ce qui constituait une sorte de frein, une sorte parce que là, il y a un filtrage, etc., etc. Il ne faut pas oublier que à l'époque, et jusqu'à présent d'ailleurs, le système éducatif haïtien, c'est un système très, on va dire, qui pose des barrières, etc., etc. Il y a très peu de gens qui accédaient à un niveau, etc. Et voilà que dans cet espace-là, qui était aussi réservé, on valorise des compétences alternatives. Et à ce moment-là, on a des gens qui affluent. Et ça pose ça fait un mouvement. Il y a une dimension sociale là-dedans. L'autre aspect maintenant, c'est que compte tenu de la dimension économique de l'affaire, des galeries vont émerger
des intermédiaires vont émerger, vont s'approprier le discours, on va dire le discours schématique, pour stimuler la massification de la production, etc., et amplifier le mouvement. Mais sur le plan social, sur le plan interne, ça a un impact vraiment considérable, parce que non seulement un groupe social émerge à travers ses représentants, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des formes de création émergent, mais ça va aussi susciter beaucoup de débats. Des artistes maintenant qui travaillaient pas dans cette perspective sont obligés de prendre en compte cela. Et ça amplifie autre chose. C'est que ces artistes apportent des référents culturels autres, y compris sur le plan iconographique, sur le plan, on va dire, des ressources, on va dire, de l'oralité, des références par exemple, y compris à travers le vaudou, et même une forme de catholicisme populaire, etc., etc. Eh bien, tout cela va avoir un impact aussi bien sur les artistes eux-mêmes qui ne travaillent pas dans cette perspective. Ça fait que ça a complexifié la chose. Au-delà du discours réducteur, sur le plan interne, ça a complexifié les choses. Les vévés, comment on va dire, cet objet est arrivé comme ça comment dire, cet objet rituel est arrivé dans l'histoire de l'art haïtien, comment dire, où maintenant on les trouve partout dans les musées et tout ça. Comment ça s'est fait? Bon, la question des VV, c'est une question pour moi fondamentale, d'autant plus qu'il y a plusieurs thèses sur cette question-là. Et il y a... Bon, c'est une question sur laquelle je travaille depuis un certain nombre de temps, depuis mon DEA, c'est-à-dire à l'époque on parlait de DEA au lieu de Master 2. J'avais fait mon DEA avant la thèse sur les dessins rituels dans une perspective d'anthropologie historique justement. Et donc ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est ma thèse, la thèse que je défends, c'est celle d'un corpus qui a été inventé sur place. Cette thèse va à l'encontre de deux autres, celle qui a pendant un certain temps postulé un transfert d'Afrique en Haïti, et celle qui soutient, qui a postulé, qui continue d'être évoquée encore aujourd'hui, celle selon laquelle ce serait un héritage précolombien. Et à mon avis, ces deux thèses que souvent on les répète sans grande démonstration, j'ai essayé d'analyser dans le livre les différents auteurs qui ont posé, mais de manière sérieuse, qui ne se contentent pas de répéter les choses, mais qui ont essayé de démontrer ces affaires-là pour montrer que tout ce que ces thèses-là, enfin, leur faiblesse et la non-démonstration de la chose. Alors, comment j'ai abordé la chose? J'ai toujours dans le cadre justement de la prise en compte de la culture visuelle, on va dire globale de la colonie, puis de la période nationale. Et j'ai essayé justement d'étudier la culture visuelle, ce que pouvait être la culture visuelle des ressortissants africains qui sont arrivés dans la colonie. Ce que j'ai pu constater en étudiant ça, je me suis rendu compte que dans la culture visuelle de différents peuples d'Afrique, la culture visuelle de différents peuples d'Afrique, dans les systèmes de communication de différents peuples d'Afrique, il y a une culture visuelle très, très dense, très diversifiée, mais à l'intérieur dans le cadre même de cette diversification,
les signes et les symboles graphiques sont déterminants. Les signes et les symboles graphiques, on va les retrouver dans, par exemple, sur les objets, on va les retrouver dans certaines cérémonies, on va les retrouver sur le corps, la scarification, on va les retrouver dans les décors de maison, on va les retrouver sur des objets volumétriques, c'est-à-dire les sculptures, etc., etc., etc. Et je me suis appuyé sur des études qui ont été faites sur ce sujet, notamment une chercheuse africaine qui s'appelle Clémentine Faïk-Nzoui, entre autres. Et c'est là, en me rendant compte de l'importance des signes et des symboles graphiques dans ces cultures-là, que je me suis rendu compte que, en réalité, comment dire, c'est de là que ça vient. De là que ça vient, comment? Les ressortissants africains arrivent dans un contexte, dans un système de communication, etc., qu'ils ne maîtrisent pas, qui n'est pas le leur, mais c'est attesté, ils ont essayé de reconstituer des éléments de leur culture visuelle perdus. Oui. Mais ces éléments-là ont fait l'objet de destruction. D'accord, mais en fait, à ce moment-là, est-ce que ça avait une fonction rituelle? Oui. D'accord. Non, je ne parle pas encore des dessins rituels. Je parle des objets, etc. C'est-à-dire, d'une manière générale, ils ont essayé de reconstituer ça. Et dans les traces autres que j'ai retrouvées dans la colonie, il y a des dessins rituels aussi. Et j'ai retrouvé, par exemple, que j'ai cité dans le livre, au moins 2 attestations de dessins, mais de dessins de formes géométriques élémentaires. C'est des formes de dessin qu'on peut retrouver dans certaines cérémonies chez certains peuples d'Afrique, n'est-ce pas? Mais on n'est pas encore dans les vévés. On n'est pas encore dans les dessins rituels. Parce que ce qui va se passer, c'est ce sont les contraintes du système colonial, les contraintes des pratiques rituelles qui vont rendre possible la représentation des entités, on va dire, des rois, etc., qui va rendre possible les représentations de ces entités sous des formes, comment dire, on va faire des emblèmes qui les présentifient. Et des emblèmes qui peuvent être, on va dire, éphémères, mais qui sont là. Éphémères parce qu'on est dans un cadre qui est contraint. On ne peut pas reconstruire parce que lorsqu'ils ont essayé de reconstituer des sculptures, des objets volumétriques, que ce soit en bois ou en terre, etc., tous ces objets-là, c'est attesté, ont été détruits. Donc, si on fait des dessins qui peuvent être éphémères, ça, il n'y a aucun problème parce que c'est dans la tête. Et il se trouve que, comme je l'ai dit, il y a une importance fondamentale, il y a une pratique de codification, cette manière
d'emblématiser. Hein, cette pratique-là a existé dans ces cultures et sont représentées sous forme graphique. Donc, je répète, les signes et les symboles graphiques fonctionnent dans ces sociétés-là et circulent sous toute forme de support, dans toute forme de pratique, etc., etc. Et comme c'est des pratiques qui sont partagées par divers groupes, c'est un élément de convergence possible. Et d'autant plus que à part les tentatives de reconstituer des choses, etc., il y a une partie de la grammaire des signes et des symboles connus des différents groupes qui circulait dans la colonie à travers le corps, à travers les scarifications. C'est attesté par exemple, on a retrouvé toute forme de scarification qui ont été décrites, par exemple, dans les notifications qu'on envoyait dans les journaux à la recherche des esclaves marrons. Pour montrer comment ces éléments visuels fonctionnaient, il y a Maud Saint-Méry et d'autres personnes qui ont voyagé dans les colonies qui expliquaient comment tel ressortissant africain reconnaissait tel autre ressortissant africain, ne serait-ce que par la scarification que tel autre portait. En fait, ces éléments-là servaient de réactivation de ce que j'appelle une mémoire iconique africaine. Donc, c'est cette mémoire iconique qui a été réactivée dans ces rencontres avec les signes et les symboles qui étaient en circulation dans la colonie, qui ont rendu possible l'invention du corpus que nous connaissons avec toute sa complexité. Et il faut ajouter ceci, ce corpus est original lorsqu'on le compare à des corpus qui pourraient paraître comme des corpus équivalents dans ce qui se passe dans certaines pratiques, que ce soit à Cuba ou au Brésil. On voit très bien que notre corpus, c'est un corpus vraiment original où, d'ailleurs, j'y reviens, on rencontre, lorsqu'on les analyse de manière formelle, on rencontre des signes et des symboles qui viennent de la franc-maçonnerie, qui viennent de l'imagerie catholique, et fort probablement, et le premier à le dire, c'est Alfred Métro, et c'est attesté, je le vois bien, on retrouve des éléments qui proviennent des fers forgés du XVIIIe siècle que l'on retrouvait partout dans la colonie. C'est-à-dire que en fait, c'est premièrement une mémoire iconique avec, comment dire, une compréhension de ce que c'est que les signes et les symboles graphiques, qui va permettre de concevoir ces éléments complexes qui vont identifier les entités. On le voit très bien dans la manière dont le Panthéon a été constitué, c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont mis en commun, venant de diverses traditions, où plusieurs apports peuvent être identifiés qui donnent naissance à ce corpus. Donc, ce corpus va donc se consolider, bien évidemment, par la suite, dans le cadre, on va dire, de l'institutionnalisation du vaudou pendant le 19e siècle. Et d'ailleurs, il est dit que en fait, on les rencontrait pas partout. Hein. Dans certaines traditions, on ne rencontrait pas les dessins rituels, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Les études qui ont été faites à partir des années 40 montrent très bien que, par exemple, chaque onfo a un corpus de vévés, c'est-à-dire que tous les onfos, on va pas rencontrer tous les vévés dans tous les onfos. Chaque vévé a un corpus en fonction des lois qui sont honorées, etc., etc. Et ensuite, il y a
il y a des modalités de transmission. C'est-à-dire que là où il y a par exemple des initiations, il y a un cahier avec un corpus où les impétrants, les futurs initiés apprennent à dessiner, etc. Bon, ça participe des éléments de la plastique vaudou, avec les drapeaux, avec les décorations, etc., etc. Donc, le rapport maintenant avec les beaux-arts. Eh ben, ce rapport, on va le rencontrer à partir des années 40, c'est-à-dire que les VV ayant existé avant, on les rencontrait pas dans les dessins et dans les pratiques rituelles et dans les beaux-arts, dans les beaux-arts, Okay. C'est-à-dire les tableaux, etc., Okay. etc. Bon, j'ai dit les années 40, mais je pense qu'on peut, parce que j'ai en tête quelques images, les artistes qui ont travaillé entre les années 30 et les années 40, qui ont commencé à travailler, à représenter les cérémonies vaudou, sans doute il y en a qui ont commencé à regarder du côté des dessins rituels. Mais à partir des années 40, etc., etc., lorsque les beaux-arts vont se retourner de manière systématique vers les pratiques, on va dire, subalternes, c'est-à-dire que la société, compte tenu des échelles de valeur, avait subalternisé, hein, et ces pratiques-là vont apparaître dans les beaux-arts parce que les artistes vont se pencher sur les beaux-arts. C'est important. C'est-à-dire que qu'un artiste représente un vévé, c'est pas un vévé est tracé par un officiant dans une performance rituelle. C'est pas un vévé rituel. C'est pas un vévé rituel. C'est-à-dire que le vévé rituel fonctionne dans une performance rituelle. C'est-à-dire, c'est un moment où on appelle les esprits, etc., etc. Autre chose maintenant. Mais les deux, il y en a qui font les deux. Par exemple, André Pierre, c'est fait comme militaire et aussi Ongan. Donc, aussi artiste, ça peut être, en fait, il peut être dans les deux postures. Oui, on peut dire qu'il est dans les deux postures, et c'est là, cette question est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que on doit se fonder sur des artistes de ceux qui ont ce statut-là pour fonder la thèse du tout vaudou. Et ce qui est intéressant dans le cas même d'André Pierre, parce qu'il a commencé, parce qu'on l'a repéré, parce qu'il faisait des décorations d'objets, etc. Il représentait un certain nombre d'objets, enfin de figures dans des calebasses, etc., etc. C'est à partir de là, une spécialiste d'ailleurs du vaudou, Odette Méné-Sonrigo, va porter André Pierre à passer à la peinture. Bon. Et c'est intéressant parce que justement on donne la peinture d'André Pierre pour une peinture sacrée, n'est-ce pas? La grande exposition des arts sacrés du vaudou, etc. A mis André Pierre en exergue comme la figure emblématique de cette exposition. Bon. Moi, je persiste à dire que, y compris pour les pratiquants vaudou, y compris pour les Ougans qui sont devenus peintres, on ne peut pas considérer leurs tableaux comme des objets sacrés, parce que c'est des objets qui ne sont pas destinés au culte et qui ne sont pas en tant que tels sacralisés. C'est des objets qui sont produits premièrement dans le cadre de la pratique des beaux-arts, qui sont destinés à circuler sur le marché et sur le marché de l'art. Mais autre chose maintenant est le discours que l'artiste tient sur son objet pour légitimer son objet
en congruence, en relation avec ce qu'il perçoit comme l'horizon d'attente. Ouais, de lui, oui. Oui, c'est-à-dire que en fait, comme ce qui est valorisé, c'est le tout vaudou, ce qui est valorisé, c'est l'authenticité vaudou, je comprendrais très mal qu'un artiste ne puisse pas surfer sur cela, d'autant plus qu'il est onguin, et ne pas jouer, et même surjouer, pour dire qu'il s'agit d'œuvres, on va dire, d'œuvres sacrées. Mais en réalité... Non, mais le problème, c'est que j'ai comme l'impression que vous dites que l'œuvre, un objet sacré, ne pouvait pas circuler. C'est ça, en fait. Non, mais ça peut circuler. Ça peut circuler. Donc, c'est-à-dire que... Mais ça, c'est pas un objet sacré. C'est-à-dire, il n'est pas créé et même approprié. C'est-à-dire, il n'est pas sacralisé. Un objet sacré, c'est un objet qui est sacralisé. Hein? C'est-à-dire que, bon, par exemple, on va dans un atelier où on fait, disons, des drapeaux vaudous. Hein? On va dans l'atelier, on achète un drapeau vaudou. Bon. Là encore, l'exemple demande des nuances parce que ce type d'objet a pris une autre extension au point où le thème objet vaudou, enfin, drapeau vaudou est devenu générique. Bon. Prenons le cas où c'est des objets vraiment qui sont destinés aux pratiques cultuelles. D'accord? On pratique, on crée l'objet, etc. Mais on va me dire, par exemple, que pendant tout le processus de création, il y a il y a des chants, il y a ceci, cela, etc. Bon, quelle est la part de mise en scène compte tenu des demandes qui ont été faites de la part soit des chercheurs ou bien des anthropologues, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de manière fondamentale, c'est que l'objet qui est destiné au culte répond à un certain nombre de critères. Dimension, etc., toutes sortes de choses. Il répond aussi à des critères iconographiques, c'est-à-dire il y a des choses qui doivent être mises et des choses qui ne peuvent pas être mises. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver un drapeau rituel vraiment qui fait 500 mètres et ensuite où c'est une bande de rara qui est représentée. Non, c'est-à-dire c'est une pratique emblématique, etc. Ensuite, l'objet rituel n'est pas intégré comme ça. Il faut une cérémonie pour intégrer, pour baptiser, etc., y compris un tambour. Bon, on a beaucoup... C'est-à-dire, il faut... Oui, non, mais il faut... C'est comme pour l'Église catholique, n'est-ce pas? Un calice, ok, il y a l'artisan qui le fait. Mais il faut sacraliser le calice avant que ça devienne un objet cultuel. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai beaucoup d'exemples. C'est vrai qu'on aurait pu parler de ça, en fait, dans les musées français surtout, en rapport avec Haïti, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que ça c'est passionnant. Ça pourrait faire l'objet d'une autre avec émission. plaisir. Voilà. Alors, moi, effectivement, j'ai d'autres questions. Je pense que je vais pas pouvoir les poser parce que le temps court, parce que sur le sermon des ancêtres, effectivement, et puis je pense qu'il y a une autre question qui est très importante pour moi et d'autres petites questions. On va aller là. Vous allez vraiment, je sais que c'est compliqué, c'est tellement passionnant, mais vous allez me faire des réponses courtes. Alors, voilà. Ça va être très difficile. J'ai du mal à être... Parce qu'en fait, comme il y a... Bon, ok, allez. C'est bon, voilà. Pour ça, vous allez voir, ça peut être le cas, parce que j'ai envie de poser ces questions-là. Voilà, sur les sermons des ancêtres. Je vais essayer d'être court. Et d'autres questions, je les pose pas. Alors, je voulais savoir, en fait, alors, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas vraiment de portrait authentique de Toussaint Louverture, parce que c'est vrai que moi, en regardant, j'ai vu que ces portraits-là, en fait, ils se ressemblent pas. Aucun de ces portraits n'est authentique, vraiment, de Toussaint Louverture. Bon, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat, et comme je l'ai dit dans le livre, qui date déjà du 19e siècle. Parce que et lorsque des images sont sorties, déjà un des fils de Toussaint protestait et contestait l'authenticité de ça et a proposé une autre image. Ensuite, il y a quelqu'un qui
qui a fait un texte que j'ai mis en annexe de l'ouvrage, qui a dit qu'il a retrouvé le vrai visage de Toussaint, et etc., etc. Et c'est de temps à autre. Là, vous faites allusion probablement à l'historien de Conat. Ah oui, enfin, le de Conat, c'est peut-être le dernier à soutenir une image que j'ai mis en relation justement avec ce texte du XIXe siècle qu'il n'a pas cité. Et bon, c'est-à-dire que mon hypothèse, c'est que toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à présent posent problème. Et puisque toutes les hypothèses posent problème, je pense que la question, je soutiens que la question reste encore ouverte. Et oui, c'est-à-dire que c'est pas par exemple la question avec la thèse de Conat, il n'a pas résolu un problème fondamental parce que il pense que la question, comment dire, c'était un portrait où Toussaint était là, etc., etc., mais il n'a pas pu nous dire exactement où et comment ça a pu se faire. La thèse, c'est que, bon, ça a pu se faire lorsque Toussaint était arrivé à Paris. Il soutient que, enfin, en France, il soutient que Toussaint est passé à Paris, mais Toussaint n'est pas passé à Paris. Ensuite, si on dit que c'est au moment où il est descendu de bateau, ça ne tient pas la route, dans la mesure où, premièrement, le bateau est resté un mois en rade parce que, bon, jusqu'à présent, aucun historien n'avait dit pourquoi il était resté en rade. Moi, lorsque je suis allé dans les archives, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait eu des décès pendant la traversée et que le bateau était en quarantaine. Ensuite, la sortie s'est faite sous bonne escorte, etc., jusqu'à ce qu'on soit allé jusqu'à ce qu'on soit amené au Fort de Joux. Donc, il n'arrive pas à montrer comment ce truc a pu se faire, etc. Donc c'est le dernier, donc c'est la dernière proposition. Finalement, il reste encore beaucoup de choses à résoudre, quoi. Non, à mon avis, on n'en est pas encore au bout de l'affaire. Le mystère reste entier. Alors, on va essayer d'aller vite, effectivement. Alors, je vais vous poser vraiment des questions simples et à réponse courte. Alors, quel artiste haïtien vous touche le plus? Parce que vous êtes l'historien de l'art que vous êtes, effectivement. Bon, c'est très difficile. C'est-à-dire que, bon, je peux trouver des œuvres qui me frappent, qui me touchent chez beaucoup d'artistes. C'est difficile de parler d'un seul artiste. Hein. Non, il y a beaucoup d'œuvres qui me parlent, qui me touchent, etc. Et ensuite, il y a peut-être deux choses entre celui qui regarde les œuvres et qui aime telle œuvre et celui qui travaille sur les artistes. Je peux travailler, bon, il est préférable de travailler sur les artistes qui nous touchent, mais parfois il arrive de travailler sur des œuvres qu'on ne peut pas avoir bon. En fait, non, je ne veux pas choisir un artiste comme ça. D'accord. Il peut y avoir, enfin, un artiste peut avoir des œuvres que j'aime pas, par exemple, et pourtant avoir des œuvres que j'aime. Donc, vous n'avez pas une artiste vraiment que vous dites, voilà, cet artiste-là me touche profondément. D'accord. Mais il y en a beaucoup. D'accord. Il y en a beaucoup. Okay. Je vais citer, faites 4 artistes vraiment que j'ai choisis comme ça. Vous me dites rapidement qu'est-ce que ces artistes-là vous évoquent. Alors, Rosemarie Desruisseaux, elle vous évoque quoi? Ah ben c'est une battante et extraordinaire et qui a beaucoup travaillé. Il y a une chose que j'ai pointée chez elle et d'ailleurs que j'ai évoquée dans ce catalogue, c'est sa manière de convoquer le cubisme et Picasso pour traduire l'état de possession.
C'est-à-dire que le cubisme permettant de donner plusieurs facettes d'un même objet, ou etc., etc. Et elle a utilisé ça pour montrer la manière dont le corps est investi par une autre instance, par une autre entité. Je trouve c'est une trouvaille extraordinaire. Bon, bien évidemment, c'est aussi une peintresse de la sensualité extraordinaire. Ah, ben c'est super. Alors, et toi, Hippolyte? Ah, Hector, mon popo. Bon, ben écoute, bon, pour moi, c'est le grand monsieur de l'art haïtien. Et il m'a beaucoup appris, c'est pour ça que je me suis penché sur lui. Et comment dire, c'est une clé de voûte. C'est une clé de voûte dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ont été élaborées à partir de sa légende. Et donc la lecture de sa légende m'a beaucoup appris sur la construction de discours, y compris les discours qui sont devenus des stéréotypes, des discours de stéréotypes sur Haïti. Et c'est un artiste intéressant parce qu'il a permis, premièrement, de voir d'où viennent certaines choses, des stéréotypes, etc. Et voir aussi comment lui-même a défié ces stéréotypes. C'est un artiste de l'ambiguïté. C'est un artiste total qui a su, comme j'ai dit, enfiler l'habit d'artiste de manière opportune et a su jouer avec les horizons d'attente. C'est-à-dire, c'est comme s'il a dit aux gens, ok, ce que vous voulez, c'est ça, mais en même temps, vous vous trompez parce qu'en fait, je fais autre chose. Ah, c'est très bien. Alors, Hervé Télémaque. Bon, Hervé Télémaque, c'est tout autre chose. Comment dire, c'est l'échappée belle. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai eu une discussion avec lui sur les artistes qui sont venus à Paris et qu'il a rencontré, les artistes haïtiens qui sont venus à Paris et qui n'ont pas su faire carrière comme lui. D'ailleurs, on m'a posé la question, la question a été soulevée lors d'un séminaire récent organisé dans le cadre de Paris Noir. La différence entre comment dire, lui il a réussi là où d'autres auraient échoué dans leur carrière internationale. Et une chose qui m'est venue à l'idée, en tout cas, c'est encore une chose à creuser. Mais ce qui m'a paru évident, je disais à une étudiante d'ailleurs, c'est que Hervé Télémaque s'est retrouvé dans le cadre de regroupements organisés et défendus dans les institutions par des critiques d'art en vue. Il me semble que les autres, même s'ils avaient eu, je pense à Dorcelli, je pense à Max Pinchina, et même que c'était rarement que Hervé aimait beaucoup. Et je me suis rendu compte que même s'ils avaient eu des opportunités, y compris Dorcelli qui avait de très grandes opportunités, ils se sont pas retrouvés dans des groupes qui ne soient pas uniquement des groupes caribéens ou haïtiens, des groupes des courants défendus par des critiques d'art, par exemple, se retrouver avec la figuration narrative, avec des critiques qui pour Hervé Télémaque, qui défendent ce courant-là, c'est-à-dire la dimension institutionnelle importe. Et là, je pense qu'il y a quelque chose dans le parcours de Hervé qui pourrait expliquer qu'un type comme Dorcelli n'a pas pu avoir la même carrière. Oui, Hervé, c'est quand même comment dire, c'est un artiste extraordinaire qui a fait un parcours extraordinaire. Je résumerai l'œuvre en deux mots, la poésie et l'objet. Il était très préoccupé par l'objet et en même temps une approche poétique de l'objet. Voilà, on aurait pu parler de, on va dire, l'art contemporain haïtien, effectivement, parce que ce livre traverse vraiment,
comment dire, tout le début, ce qu'on pourrait considérer comme en fait de la création plastique d'Haïti, parce qu'il y a beaucoup d'artistes effectivement qui sont cités dans cet ouvrage. C'est un ouvrage essentiel vraiment pour comprendre effectivement la création plastique d'Haïti. Je vous recommande ce livre et je vous recommande aussi on va dire cet ouvrage aussi de Carlo sur Hector Hippolyte. Vraiment, Hector Hippolyte, effectivement, c'est un artiste majeur d'Haïti. Alors, merci beaucoup Carlo d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté notre invitation et de venir discuter avec nous sur ces sujets ô combien passionnants. Merci de m'avoir reçu. Merci. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Au revoir, à bientôt.